Bonsoir Philippe de Villiers, merci. Bonsoir. D'être notre invité. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Vous êtes le fondateur du Puy du Fou. Vous venez de publier Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde. C'est chez Fayard, c'est votre dernier livre. Vous revenez sur la crise du coronavirus, on va l'évoquer tout de suite. Et c'est intéressant parce que dans ce livre, vous n'épargnez pas le président de la République, que vous appelez Emmanuel quand vous lui parlez, et Emmanuel Macron quand vous le critiquez. Et d'ailleurs, le Puy du Fou, on s'en souvient, il va rouvrir le 11 juin, grâce au président de la République qui a fait appel au Conseil de défense pour obtenir cette faveur, on dit certains. Tout ça, on va y revenir, mais on a vu les images il y a un instant de la manifestation Place de la République, les obsèques à venir de George Floyd, qui se déroulent même maintenant à Houston, un mouvement mondial contre le racisme, contre les violences policières. Comment vous l'interprétez ? Je suis choqué par l'amalgame. La mort d'un homme, c'est la mort d'un homme. Il faut s'incliner, surtout lorsqu'il s'agit d'une mort atroce, celle de George Floyd. Mais ce n'est pas la question posée en France. En France, la question posée, c'est a-t-on le droit, et est-ce bien prudent, de faire l'amalgame avec la police française et avec la France tout entière, puisque derrière l'accusation de racisme de la police, il y a naturellement, de manière subliminale, c'est ce que fait le gouvernement, c'est ce que font peut-être certains manifestants, et encore beaucoup disent non, c'est pas la même situation. Hein. Écoutez, on va prendre l'exemple de M. Castaner, si vous voulez. D'abord, moi je suis frère d'un soldat, un grand soldat que vous connaissez. Le général Pierre de Villiers, voilà. Qui va sortir aussi un livre. Hein. Comment Alors oui. Et donc je connais de l'intérieur ce milieu, ce monde, des forces de l'ordre de sécurité. C'est un monde qui a une haute conscience de sa mission, de son métier. Et le régalien, c'est le rempart de la paix civile. Après ce rempart, si le rempart saute, disparaît, il y a la partition. Et je suis choqué de voir que beaucoup de gens laissent conspuer ce qu'on a applaudi en 2015, après les attentats, les belles trames d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est parce qu'on a besoin d'eux et que... Le gouvernement ne fait pas ça. Le gouvernement dit respect et solidarité aux forces de l'ordre, mais exigence sur le fond, sur l'éthique. C'est normal. Non, M. Castaner, c'est pas ce que vous dites. En tout cas, c'est pas comme ça que les policiers l'ont entendu, les gendarmes non plus. M. Castaner, il a désavoué l'institution dont il a la garde. Il a diffusé le soupçon. Il a même inventé un oxymore, le soupçon avéré. Un soupçon du troisième type de Castaner. Et puis, il a fait une chose qui me choque personnellement en tant que créateur du Puy du Fou. Je vais vous dire pourquoi, vous allez comprendre. Il a dit, bien voilà, la manifestation de samedi sera autorisée bien qu'elle soit interdite. Elle sera autorisée parce que, ajoute-t-il, l'émotion est supérieure aux règles juridiques. Mais nous, au Puy du Fou, on a l'émotion. Tous les festivals de France qui sont interdits, ils ont l'émotion. Aujourd'hui, les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits. Les regroupements de 5000 personnes sont interdits. Nous, l'association du Puy du Fou, on ne peut ouvrir que le 24 juillet et on ne sait pas encore comment parce que les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits. Bon, vous voulez continuer à faire pression. Vous n'êtes pas suffisamment satisfait d'avoir fait pression sur le président de la République, d'avoir obtenu satisfaction contre son Premier ministre. Vous continuez ? Non, alors d'abord, on a obtenu satisfaction contre le Premier ministre et on a ouvert la voie puisque 500 sites culturels, grâce à nous, ont ouvert le 2 juin. Je le dis parce que c'est pas une faveur, contrairement à ce que vous avez pensé, c'est pas un passe-droit. Mais je vais plus loin. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est hallucinant ce qui se passe. Il y a en France des policiers. Vous savez combien il y a eu pendant le confinement de policiers blessés 18 par jour. Il y a un hashtag qui a circulé « Mort au port ». Les ports, c'est les policiers. Il y a 2500 voitures qui ont été brûlées. Et donc, en fait, tous les jours, je parlais à l'instant avec des policiers et des gendarmes. À l'instant même, avant d'entrer dans ce studio, qui se trouve là par hasard et que je connais. Ils me disaient, dites bien, on se fait insulter tous les jours, on se fait lyncher tous les jours. Beaucoup de nous sont blessés et l'un des deux me disait, mon meilleur ami s'est suicidé, l'autre m'a dit, et moi, mon meilleur ami voulait se suicider. Donc, il faut qu'on arrête de tirer sur la police. Ce qu'a fait M. Castaner, je vais vous dire, il a tiré dans le dos
de la police française. C'est très grave. En fait, il réalise, lui et Belloubet, le roman de Houellebecq, Soumission. Ces gens-là sont des soumis. Et vous savez pourquoi ils le font? C'est même pas par idéologie, Ruth Elkrief. C'est par trouille. C'est le gouvernement de la pétoche. Et moi, j'ai envie de dire à Emmanuel Macron, puisque je connais bien et que on a une amitié nouée à travers le Puy du Fou, mais aussi à travers le sauvetage de la France. Et là, pour le Puy du Fou, ça a bien marché, mais pour le sauvetage de la France, il reste beaucoup à faire. J'ai envie de lui dire, en fait, Belloubet... Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. La garde des Sceaux, quand elle propose de recevoir la famille Traoré en pleine affaire judiciaire, alors que l'affaire est encore à l'instruction et qu'il y a des gendarmes qui sont témoins assistés, mais qui sont pour l'instant pas mis en examen. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle franchit un cran que personne n'avait osé franchir depuis longtemps. Castaner, Belloubet, c'est le gouvernement de la pétoche. Ce sont des pétochards. Il faut que... Et en fait, ils ridiculisent l'État et ridiculisent le président de la République. Vous croyez... Bon, on va parler de choses parce que ce n'est pas le sujet de votre livre, mais quand il y a une émotion, quand il y a un sentiment qui est porté par un certain nombre de jeunes, quand il y a des faits, des enquêtes qui n'aboutissent pas, est-ce qu'il ne faut pas séparer les brebis galeuses, être assez ferme et pour l'honneur de la police, bien faire la différence? Mais évidemment. Bon, voilà. Mais attendez, alors, il n'y a pas besoin de le proclamer simplement. Ah bah si, attendez, pourquoi pas? C'est de la politique. Non, mais simplement, on lave son linge sale en famille. C'est pas la peine d'aller sur la place publique et de jeter en pâture la police française à des gens qui sont des ennemis de la France, souvent. C'est-à-dire qu'il y a des enclaves étrangères. Je sais de quoi je parle, hein. Et ce que je dis là, ça va apparaître bientôt. Il y a des enclaves étrangères sur le territoire national où vous avez des militants du racialisme qui parlent d'ailleurs d'un racisme, un racisme systémique pour la France. Qu'est-ce que c'est le racisme systémique? Ce ne sont pas les gens qui défilent aujourd'hui à Place de la République, ce ne sont pas eux. Ce sont pas eux. Et qui considèrent que la France est une puissance étrangère chez elle et que la police est une armée d'occupation. Je les cite. Alors, attention, parce que la partition dont avait parlé Gérard Collomb, l'ami du président de la République, elle est là. C'est le face-à-face. Alors, parlons... je répète, ceux qui sont place de la République à cette heure-ci ne sont pas là-dessus parce que ce sont beaucoup de partis politiques, c'est SOS Racisme et d'autres organisations et ne correspondent pas à la description que vous faites. Tous ceux qui veulent la destruction de la France... Et du légendaire français, voilà. Et donc, pour moi, je suis outré parce que j'ai la France dans le cœur et je connais trop de gens. Là, tout à l'heure, un de mes amis qui est kabyle qui me dit, moi, j'ai la France, j'ai l'amour de la France. Donc, vous savez, quand vous faisiez les premières interviews avec moi, il y a très longtemps. Non, pas si longtemps, s'il vous plaît. Il n'y a pas si longtemps. Mais on était loin de penser tous les deux qu'un jour, il y aurait les Blancs et les Noirs en France. Vous vous rendez compte? Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'en fait, ils importent en France la société américaine. Ils ne sont pas tous. Certains pourraient éventuellement avoir cette tentation communautaire et d'autres veulent défendre les principes de la République. Non, mais là-dessus, il faut qu'on soutienne les principes de la République. Je parle des organisateurs de cette manifestation. Attention à la généralisation. De cette famille Traoré. Bien sous tout rapport. Mais vous connaissez le dossier Traoré. Alors, moi aussi, je le connais. Et donc, ça suffit comme ça. Et moi, je suis de ceux qui se lèvent et qui se dressent, qui disent... Ça suffit, arrêtez, on est en France, on est chez nous, respectez la France, c'est votre mère, c'est notre mère à tous, il faut l'aimer. Alors, vous l'aimez tant que vous vous êtes beaucoup inquiété pendant l'épidémie. Oui. Et que vous sortez ce livre pour dénoncer le Munich sanitaire et social durable qui a été le confinement. Pour vous, la guerre est finie, mais ce n'est pas une libération. On a choisi le laisser-passer, le laisser-faire plutôt que d'accepter quelques entorses à l'idéologie. Franchement, y avait-il une autre solution au moment où on craignait que les capacités hospitalières de notre pays soient dépassées? Ah, c'est la question, c'est le cœur de mon livre, effectivement. Oui. Je l'ai lu, vous savez. Oui, mais c'est extraordinaire. Un journaliste qui lit mes livres. Ouais. Alors, oui, non, mais franchement, est-ce qu'il y avait une autre solution? Alors, je vais vous répondre. Oui. On pouvait faire comme beaucoup d'autres pays. Et comme on a fait le déconfinement, c'est-à-dire un confinement ciblé, je m'explique. On pouvait faire un confinement ciblé géographiquement,
en définissant tout de suite un périmètre sanitaire sur Mulhouse, l'Oise, etc., c'est-à-dire les zones directement premier foyer impactées, infectieux. et laisser vivre le reste de la France. C'est ce qu'ont fait les pays fédéraux, d'ailleurs. C'était plus facile pour eux. Mais quand je regarde comment a été fait le déconfinement, il y a eu une bonne idée dans le déconfinement. C'est la carte rouge, verte, avec la règle des 100 km. Eh bien, ce qu'on a fait pour le déconfinement, c'est-à-dire un déconfinement ciblé, on aurait dû le faire pour le confinement. Rappelez-vous qu'à Mulhouse, c'était un rassemblement évangélique et que le problème, après Mulhouse, c'est qu'il y a des gens qui repartent à Ajaccio, qui repartent en Guyane et qui repartent tout autour de la France. Donc à ce moment-là, c'est la fin de la politique des foyers infectieux, effectivement, de l'isolement, de ce qu'on a fait au début. On ne peut plus le faire. Mais si, on pouvait le faire au début. Bon, si on avait eu des masques, si on avait eu des tests et assez de lits, si on n'avait pas été dans l'imprévoyance parce qu'on a bradé la souveraineté et qu'on s'est dit le marché planétaire de masse va nous apporter non seulement la prospérité, mais par l'interconnexion, la paix perpétuelle, il n'y aura plus d'épidémie dans le monde postmoderne et post-historique dans lequel nous sommes entrés, le nouveau monde. Si on avait été raisonnable et qu'on avait cherché l'autonomie stratégique, ce qu'on a cessé de faire à une certaine époque, on aurait eu des masques, on aurait eu des tests et on aurait pu faire ce que les autres pays ont fait. Mais même sans masque et même sans test, on pouvait à ce moment-là faire des zones, des périmètres dans lesquels on confinait, mais sans confiner l'ensemble du pays. Et je vais vous dire pourquoi, Hôtel Krief, ce que je dis dans mon livre, ce que j'explique, pourquoi ils ont fait ça. Parce que j'ai posé la question à Emmanuel Macron. Alors, ils ont fait ça parce que ils étaient terrorisés, je cite, par les images du 20h. Comme en Italie, avec des gens dans les couloirs de réanimation. Ça, c'est la première raison. Et non pas, comme ils l'ont dit officiellement, pour faire baisser l'épidémie. Non, c'était pour lisser la courbe. Jamais personne n'a parlé. On a une image qu'on peut vous montrer d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui est venu sur BFM TV, qui a expliqué que c'était pour ménager les capacités hospitalières. Oui. Il n'était pas question de faire baisser l'épidémie. Il n'a jamais été question de faire baisser l'épidémie par le confinement. Il a été question d'abord d'éviter que l'hôpital ne soit dépassé. D'accord. Ça, c'était quand même très important. Non, mais je précise, on est d'accord, pour lisser la courbe, pour éviter que les hôpitaux ne soient submergés. C'est ça. Okay. Mais attendez, ce n'est pas la fin de mon raisonnement. La deuxième raison, qui s'enchaîne avec la première, c'est que, en fait, c'est l'Imperial College. C'est-à-dire le conseil scientifique a dit, attention, voilà les modélisations mathématiques de Neil Ferguson, la star, qui dit la France, 500 000 morts. Et du coup, Emmanuel Macron a paniqué, ils ont tous paniqué. Le conseil scientifique a paniqué en disant, oh là là, 500 000 morts, on n'y arrivera pas. Vous n'avez pas paniqué, vous? Enfin, si on vous avait dit qu'il y avait 500 000 morts. Alors, non, moi je pense que les scientifiques auraient dû, dès le début, être beaucoup plus raisonnables dans leur modélisation. D'ailleurs, vous voyez, M. Delfrécy, comment il se reprend en expliquant « laissez-les vivre », etc. C'est-à-dire les scientifiques, le biopouvoir, ça consiste à remettre la souveraineté à des gens qui ne devraient pas avoir le pouvoir, qui sont simplement des conseillers, c'est-à-dire les scientifiques. Il y a beaucoup de contestations aujourd'hui et c'est tout à fait audible. Et attendez, je n'ai pas dit la troisième raison, c'est la plus importante. Quand j'ai eu le 17 mai dernier, j'ai eu une conversation avec Emmanuel Macron et je lui ai dit, mais pourquoi il fait ça, Édouard Philippe? Pourquoi on ne déconfine pas plus vite? Et pourquoi les mêmes qui nous interdisaient les masques quand c'était nécessaire nous obligent d'en porter quand ça n'est plus nécessaire? Bon, pourquoi? Il m'a dit, Philippe, il gère son risque pénal. Il vous a parlé comme ça, de son Premier ministre? Comme ça. Son Premier ministre? De son Premier ministre, oui. Le président de la République vous a parlé comme ça de son Premier ministre? Voilà. Et donc, en fait, ce que d'ailleurs j'ai dit plusieurs fois déjà, mais on ne m'a pas écouté, on ne m'a pas entendu. Il gère son risque pénal. Alors, c'est vrai que la judiciarisation de la vie politique française, c'est terrible. Ben, justement, j'allais vous poser la question, mais bon, ça c'est quand même une information que vous nous donnez, c'est-à-dire que c'est quand même un président qui parlerait ainsi de son Premier ministre, c'est-à-dire de façon comment un peu méprisante, un peu non, mais il y avait pas très respectueuse quand même. Il y avait un désaccord entre eux.
il y avait un désaccord entre eux et Macron est assez amer de voir que Édouard Philippe est plus populaire que lui parce que, en fait, il voulait déconfiner plus vite, Emmanuel Macron. C'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a même dit, sinon le pays va crever. Et moi, je lui ai dit, le pays, il va crever. Parce que là, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de deuxième vague? Il m'a dit, oui. Bon, attendez, vous êtes un scientifique, vous? Attendez, vous savez, vous la deuxième vague, ça fait quand même... on en a parlé au téléphone. Je lui ai dit, il n'y a pas de deuxième vague. La deuxième vague, elle va venir, là. Et là, c'est la vague, elle n'est plus sanitaire, elle est économique. Et alors, vu de Paris, si vous voulez, on fait de la macroéconomie. Là, j'écoutais tout à l'heure sur les plateaux, la macroéconomie. Alors, il y a moins la croissance, mais la microéconomie, l'économie réelle, c'est une économie dans laquelle tous les petits artisans, tous les petits entrepreneurs vont mourir. Et il y a un rapport, le 27 mars, que je cite dans mon livre. J'espère que ça va faire du bruit, ce rapport. C'est le Conseil de prévision et de prospective du Quai d'Orsay, le 27 mars, qui dit au président de la République il ne faudrait pas que les aides que nous allons accorder remettent au centre l'ancienne économie, alors qu'il s'agit d'aider la nouvelle, l'économie verte, etc., et celle que nous souhaitons aider depuis longtemps. En d'autres termes, vous pouvez crever, vous, les gilets jaunes, qui ont été délocalisés, puis maintenant qui se trouvent à la fin du chômage partiel. Vous dites pas, mais vous, le patriote, vous, le Français de cœur, on reviendra sur Emmanuel Macron, sur Édouard Philippe, vous dites pas merci à l'État français qui a soutenu, au contraire, un très grand nombre de Français au chômage partiel et un grand nombre d'entreprises qui auraient pu faire faillite. Vous dites pas, au contraire, on a été assez exemplaire. Il y a des gens dans le monde qui le disent. Le New York Times, aujourd'hui, il y a quelques jours, fait un papier pour dire c'est fou, les Français, ils ont soutenu les salariés qui ont été à 85%, ont reçu leur salaire, qui ont fait des exonérations de charges, qui ont, pour un certain nombre de professions, soutenu, alors pas tout le monde, et la crise économique, elle avance, elle est là, c'est évident. Mais vous dites pas aussi par ailleurs, bah tiens, cette Europe, parce que en fait, votre livre, c'est aussi pour dire... on a trop ouvert les frontières. Vous faites les questions. Oui, parce que il faut avancer. Là, j'aurais pu répondre, là. Allez-y. Voilà. Parce que c'est le cœur du cœur, en fait. Votre question est essentielle. Moi, ce que je pense, c'est que on a connu ensemble la chute du mur de Berlin. C'était à l'époque où vous étiez jeune journaliste. Je me souviens très bien. C'était vraiment un événement majeur. Bon. Pour moi, ce qui se passe, c'est du même ordre. Hein. Après la chute du mur de Berlin, on nous a expliqué, voilà, on entre dans le nouveau monde. Le nouveau monde, c'était une promesse. Un village global unifié, sans frontières, sans souveraineté, sans autonomie stratégique, et un marché planétaire de masse avec la supériorité de l'économie sur le politique. C'est une grande première, c'était un primat. Mais aujourd'hui... Attendez, mais justement, attendez, non, je vous arrête. Je vous arrête, c'est moi qui fais l'interview. Non. Aujourd'hui, et pendant le début du confinement, on a entendu Boris Cyrulnik, le grand psychanalyste, le grand psychiatre, dire « c'est la première fois qu'on fait passer la vie humaine avant l'économie ». Donc c'est l'inverse de ce que vous dites. On a fait passer la vie humaine avant l'économie. C'est vrai, il y a des risques, mais on a sauvé aussi des vies, même si hélas, il y a eu trop de victimes. Ce que je voulais vous dire, je vais le dire maintenant, c'est que ce nouveau monde du village global unifié, plus de frontières, plus de barrières, alors qu'on savait que la mondialisation, elle est par nature virale, pandémique. Du virus, elle est le biotope. On le savait. D'ailleurs, les rapports du Conseil, les livres blancs de la défense le disent noir sur blanc 2008, 2013, 2017. Et on a donc aménagé un monde dans lequel on s'est fait à l'idée que, par exemple, notre paracétamol, on irait le chercher en Chine. Il n'y avait pas de problème, puisqu'on était dans un monde autorégulé, sans enjeu de puissance, où tout le monde allait s'entendre, la fraternité universelle, on va sauver la planète. Aujourd'hui, on est d'accord là-dessus, vous pouvez vous en féliciter et dire oui, il y a eu une prise de conscience violente, justement. Mais il y a une prise de conscience là-dessus. Bien sûr. La nécessité de relocaliser un certain nombre d'industries stratégiques et la nécessité de retrouver une souveraineté. Mais... moi, je me souviens, et vous en parlez dans votre livre, vous évoquez les épidémies de lèpre, de peste. Le monde d'après. C'était pas dans des hubs d'aéroports quand il y avait la peste noire, ou quand il y avait les épidémies de lèpre.
Ça a toujours existé. Oui, mais dans l'histoire des épidémies, on a toujours fait la même chose. Et d'ailleurs, là, c'est ce qu'on a fini par faire. La France n'a pas voulu fermer les frontières. Souvenez-vous de la phrase d'Emmanuel Macron. Le virus n'a pas de frontières, seulement le virus n'a pas de passeport. Le problème, c'est que ceux qui portent le virus en ont. Voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est ça qui est très intéressant. C'est que le monde d'après, moi je crois, c'est comme après l'11 septembre, après la chute du mur. C'est fini, plus rien ne sera comme avant. Les mots clés de l'avenir... Alors, c'est pas contre la mondialisation elle existe, elle existera toujours, mais une mondialisation maîtrisée. Les mots souveraineté, les mots frontières, les mots relocalisation, et même les mots préférence nationale. Maîtrise de son destin, en tout cas. Maîtrise de son destin, oui. Autonomie stratégique, bien sûr. Ce ne sont plus des gros mots. Bien sûr. Et c'est amusant pour moi, je regardais récemment Bruno Le Maire, Raffarin et Emmanuel Macron, qui se comportent en nouveau catéchumènes du souverainisme et qui disent il faut rétablir la souveraineté, etc. Il faut relocaliser. Vous venez pour nous dire, en fait, bon, j'avais raison, on vient de s'en rendre compte. Mais en même temps, pendant cette épidémie, il y a eu des choses qui ont marché parce que il y a des malades qui ont été hébergés dans d'autres pays. Il y a un travail scientifique de recherche qui existe et qui est aussi au niveau mondial. Voilà, il y a aussi des choses qui ont montré, même dans le confinement, vous qui vantez la vie, justement, dans la France, à la campagne, dans le cœur de la France, il y a beaucoup de gens qui ont redécouvert cela. Est-ce qu'on ne va pas résoudre, moi je vais vous poser une question, est-ce qu'on ne va pas résoudre la crise des Gilets jaunes? Parce que beaucoup de Français ont envie d'aller repeupler les villages français. Excellent. Vous reprenez exactement ce que je dis. Donc, il y a des choses qui bougent, effectivement. Il y a des choses très positives, y compris d'ailleurs la manifestation de patriotisme déguisé tous les soirs aux fenêtres, etc. Là, on est revenu au carré magique de la survie. Le premier coin du carré, c'est la frontière. Le deuxième coin, c'est la souveraineté. Le troisième coin, vous l'avez abordé, c'est le local. Moi, quand j'étais petit, on allait chercher son lait à la ferme d'à côté. C'était pas si idiot que ça. L'idée qu'au lieu d'aller chercher nos fraises en Australie, on pourrait peut-être cultiver chez nous le local et la famille, puisqu'en fait, on s'est aperçu que la première sécurité sociale, dans cette société de solidaires solitaires, ça reste la famille. Et donc, en fait, ces valeurs-là, elles sont les valeurs de l'avenir. J'ajoute un mot, c'est que vous avez tout à l'heure dit mais il y a eu des choses à l'extérieur, etc. Mais bien sûr. Mais moi, je suis pour une Europe, union des États. Non, mais Union des États. Je pense que la coopération internationale en matière sanitaire, en matière médicale, elle est essentielle. Et c'est pas parce que je réclame le rétablissement de la souveraineté nationale que je veux imposer l'idée que les frontières seront des murs. Non, une frontière, c'est un filtre pacificateur. C'est à la fois une porte et une fenêtre. Et on est en train de comprendre ça. Et c'est très nouveau et c'est très important. J'ai deux questions. Est-ce que vous avez suivi tout ce qu'a dit le professeur Raoult pendant l'épidémie? Vous l'évoquez seulement dans votre livre. Et est-ce que vous dites, c'est le nouveau prophète, il devrait aller à la présidentielle, c'est une personnalité qu'il faut suivre et écouter? Alors, je ne le connais pas. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas juger. Bon, simplement, vous m'amenez à dire d'abord que c'est un infectiologue très reconnu. J'ai regardé votre émission avec lui, donc j'ai regardé attentivement. Et j'ai vu que c'était, comme on dit dans le Vendée Globe, un 3-mâts avec une quille profonde et qui tient à la haute mer, hein, quand même. Il se touche la barbichette, là, le Gaulois, le druide. Et alors, un infectiologue réputé, il a des résultats, semble-t-il. Alors, c'est là où on dit c'est pas l'hydrochlorure, c'est peut-être le pastis, la lavande, je sais pas. Bon. Autre question. Et enfin, il y a les orgues de Staline. Il a droit aux orgues de Staline. Vous avez vu? Donc je me dis, mais il doit déranger. Donc ça vous plaît, ça? Ah, ça me plaît, oui.
Et le personnage me plaît. Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire, Emmanuel Macron, pour se réinventer? Qu'est-ce que vous lui dites en ce moment? Vous lui dites il ne faudrait plus qu'Édouard Philippe reste à Matignon, il faudrait avoir un nouveau Premier ministre. Parce qu'en ce moment, c'est un peu le jeu du casting. Ça fait d'ailleurs beaucoup de blessés. Mais vous avez fait votre liste? Vous avez suggéré des noms? Non, alors moi, j'ai quitté la vie politique il y a 10 ans. Allez. C'est pas pour rentrer à la cuisine. Quand même. Bon, non, je ne lui parle pas de ça. Je lui dis des choses qui sont... Mais vous avez senti, quand vous dites qu'il n'était pas d'accord, vous avez senti alors, une distance entre les deux? Vous savez ce qu'il m'a dit la dernière fois? Il m'a dit « tout vous donne raison ». Je ne peux pas vérifier, donc vous pouvez nous dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez lui demander. Quand vous le verrez, vous lui demanderez. Non, mais vous savez, on a une relation qui est... il a un mérite que je lui reconnais. Hein. Quand je dis je peux dire ce que je pense, il me dit « mais allez-y ». Pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est pas pour parler aux gens qui vous aiment bien, aux gens qui suivent vos idées? Est-ce que c'est pas une façon pour lui, justement, de faire aussi de la politique, à part l'estime qu'il a peut-être personnellement pour vous? Je pense qu'il entend avec moi une autre parole que celle du village global. Et pour répondre à votre question précédente, donc je lui dis, il faut retrouver l'idée des protections régaliennes, il faut retrouver l'idée de l'autonomie stratégique, c'est avoir une industrie pharmaceutique chez nous, une agriculture qui soit débarrassée de l'agrochimie mondialiste. Il faut sans doute donc, rendre aux maires leur pouvoir, parce qu'ils l'ont perdu alors qu'ils auraient été bien utiles. Et devant l'Europe qui se traîne, faire une Europe union d'États, l'Europe de Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural. Est-ce que vous diriez qu'il peut se représenter en 2022 et qu'il peut l'emporter en 2022? Pardon? Est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait l'emporter en 2022? Je voulais être sûr de votre question. C'est ça, je vous pose la question directe, quoi. Hein. Non, j'en sais rien. J'en sais rien parce que si vous voulez, on n'est plus dans la même société. Et vous le savez, vous êtes observatrice comme moi. On est dans une société liquide. Donc tout peut arriver, c'est ce que vous dites. Alors surtout après ce qui vient de se passer. Parce qu'on n'a pas parlé d'une chose, le déconfinement. Là, le déconfinement, on est là, j'ai vu les gens avec les masques qui sont vachement obéissants, etc. Ils sont devenus des troglodytes, les Français, des troglodytes, qui recroquevillés dans leur paroi de craie. Et là, ils sortent, on leur dit qu'il faut mettre des masques, ils mettent des masques. À un moment donné, ils vont ôter les masques. Et là, on va voir la réalité. C'est-à-dire qu'en fait... Vous savez qu'il y a des pays dans lesquels il y a pas d'une deuxième vague, mais il y a de nouveaux cas que ça flambe. Des clusters, mais même M. Delfrécy, qui est un grand scientifique, comme vous le savez, a dit qu'il fallait maintenant laisser les Français vivre. Donc ça veut dire qu'il y a des clusters, on peut les maîtriser. Voyez. Les foyers infectieux. Et non, simplement, ce que je veux dire, c'est que la lenteur du déconfinement fait que on inflige à l'économie une thrombose veineuse. Et je vous explique pourquoi. En une phrase. Très rapidement. C'est très simple. Quand vous mettez des masques aux gens, alors qu'il y a 55 milliards d'épargne qui pourraient être réinvestis dans l'économie, les gens, ils sont dans la panique encore, ils se disent « Oh là là, on nous met des masques, etc. » Quand vous êtes avec une muselière, bon, vous n'avancez plus. Il faut libérer les énergies, là. Pour qu'il y ait une relance, il faut la confiance. Pour qu'il y ait la confiance, il faut qu'il y ait la liberté. Et donc, moi, je préconise la liberté. Libérer le pays. Arrêtez de nous faire crever. Par exemple, tout à l'heure, j'étais dans les cafés à Paris. Là, je fais 3 cafés depuis ce matin. Alors, il y a la partie ouverte, la partie fermée. Alors, on est dans la demi-vérité, le demi-mensonge, la demi-sortie, le visage à moitié caché. C'est le en même temps, quoi. Et alors, maintenant, il faut dire, allez, dire aux Français, allez, sortez, y compris pour les rassemblements de 5000 personnes, parce que... Ça vous intéresse, et pour le Puy du Fou, ça réouvre le 11 juin. Merci beaucoup, Philippe de Villiers, d'être venu sur notre plateau. Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde. On pourrait encore en parler, il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez vu que Bernard-Henri Lévy était aussi sur la même ligne. Hein. Oui. Il dit aussi que c'était le virus de la peur. Pas le virus, le coronavirus, le virus de la peur, et qui nous a... Je peux dire un mot? Un dernier mot. Bienvenue au club. Merci beaucoup.